Je reçois l'honorable Mike Mukeba et nous allons échanger autour de l'actualité politique qui reste dominée bien sûr par les retraits, la situation sécuritaire dans l'Est, les retraits de l'AFCM 23 à Ouvira, également la traque des opposants. Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD, arrêté vers 4 heures dans sa résidence. Également la perquisition de la résidence de l'honorable Christian Mwando, cadre d'ensemble pour la République. On se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe aussi longtemps? Pratiquement toutes les voix appellent à une cohésion nationale, à un dialogue inclusif. Est-ce qu'on pourrait atteindre cet objectif avec ces genres d'actes posés par les régimes en place? Nous allons chuter, parler de la condamnation de Roger Lumbala à 30 ans de réclusion criminelle. Pourquoi ne pas parler de la situation de la ville de Kinshasa? C'est vrai qu'il y a apaisement routier, si je pourrais dire comme ça, parce que le gouverneur Daniel Bumba a instruit au service pour la courtoisie pendant cette période des festivités. Nous allons échanger, essayer d'éclairer la lanterne de l'opinion de la population congolaise de manière générale, ici au pays et dans la diaspora. Honorable Mike Mukeba, c'est un grand plaisir de nous retrouver encore. C'est un plaisir partagé. Alors, honorable Mike Mukeba, nous commençons. L'actualité est tellement immense. Les retraits de la coalition AFCM 23 de l'Ouvira, un motif de joie ou bien un motif de questionnement? Bon, moi, je ne peux pas comprendre qu'il y ait des gens qui jubilent, notamment dans le camp de l'Union sacrée. Vous ne pouvez pas jubiler simplement puisque la médiation américaine a demandé à l'AFCM 23 de retirer ses troupes de la ville d'Ouvira pendant que Goma et Bukavu sont sous contrôle de la même organisation et que de ce côté-là, c'est quasiment un fait accompli. Donc, vous jubilez au sujet de quoi? Qu'est-ce qu'il y a de gain? Ce n'est pas une prouesse diplomatique. Qu'est-ce qu'il y a de gain? Il n'y a pas de prouesse diplomatique. Je vais expliquer un peu ce qui se passe. C'est que, je le disais ici, nous nous questionnons et nous attendions donc la réponse. Et donc Donald Trump semble nous avoir donné la réponse. Nous nous questionnons vous l'aviez dit ici, disant ceci. Est-ce que maintenant qu'il a parrainé officiellement l'entérinement de l'accord de Washington, ne va-t-il pas s'impliquer davantage, dire pour mon image, moi-même maintenant je suis à la manœuvre, je vais directement exercer des pressions sur les différentes parties pour qu'elles parviennent à un accord. J'ai l'impression que c'est cela le tournant. Il ne s'agit pas d'une victoire diplomatique. C'est plutôt la protection de l'image de Donald Trump. Donc Donald Trump s'est dit, je m'engage à fond. Jusque-là, l'accord avait été signé au niveau ministériel, et là, il s'est engagé. Il a reçu les 2 chefs d'État à la Maison-Blanche, donc il en va de son image. Il s'est davantage impliqué. Et puis il y a eu une pression qui s'est exercée de manière spontanée, la pression de certaines puissances, de manière spontanée, lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité. Le monde n'a pas accepté qu'après la signature de l'accord, qu'il y a encore des hostilités et des gains de territoire. Le monde n'a pas accepté et ça a exercé une sorte de pression sur les États-Unis en tant que garant de cet accord, et donc Donald Trump s'est davantage impliqué. C'est pourquoi je disais que Ouvira, la dernière fois que j'étais sur ce plateau, qu'Ouvira était un test. C'est-à-dire Ouvira allait nous montrer est-ce que c'est la voie diplomatique qui l'emporte, nous irons au dialogue, ou finalement le monde en a marre de ces conflits et va laisser donc les 2 parties s'engager dans la belligérance. C'est clair maintenant, le monde a tapé du poing sur la table. Et il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution militaire. Parce que c'est cela tout le problème. Parce que ceux qui jubilent ont tendance chaque fois à pousser leurs champions à bloquer le dialogue, espérant qu'il peut se renforcer dans l'entretemps militairement et prendre le dessus sur l'autre partie. Ça ne se passera pas comme ça. Personne n'a pas. Ce qui a été valable pour l'AFC, à savoir que le monde ne veut pas que l'AFC gagne du terrain, ça l'est aussi pour la partie Kinshasa. Donc la même pression exercée sur... Mais demain, elle sera exercée sur Kinshasa si Kinshasa ose. Pourquoi? Sur quelle base? Non, sur base de l'engagement à travers l'accord entériné par les chefs d'État. Et donc, maintenant, ce que nous attendons, c'est que les États-Unis fassent montre
de la même implication pour pousser à la reprise des négociations de Doha. Ça sera Doha ou peut-être une transposition sur le sol africain, Lomé ou Luanda, pour prendre le relais. On n'a pas encore assez d'informations avec les derniers déplacements de Félix Tshisekedi à Luanda. Peut-être que ça s'est déjà joué là-bas. Une perspective est ouverte pour reprendre un peu Doha. Donc, ça a été clair, ça a été clairement dit par l'ambassadrice US à Kinshasa. Il n'y a pas de solution militaire. Et nous sommes favorables à cette option-là. Qui? Ensemble ou... En tout cas, nous sommes favorables. Ah, d'accord. Ouais. Nous, en tant que parti ensemble, nous sommes favorables. Ça nous permet de nous retrouver dans une situation où les deux partis se neutralisent et il n'y a pas de risque que l'un impose son dictat sur l'autre. Sinon, nous risquons à ce que celui qui prendra le dessus impose la justice du vainqueur. Ça, il faut éviter ça. Mais Mike Moukébaï, parlons de ces retraits, la coalition AFC-M23. Mais même les retraits, oui, bon, alors, parce que c'est cela. Même les retraits, il n'est pas encore effectif, ça je l'ai dit à ceux qui jubilent. Non. Les retraits n'est pas encore effectif. Non, il n'est pas encore effectif. Aucune date n'a été avancée. Donc ce n'est pas à l'immédiat. L'AFC M23 a donné une réponse hier pour apaiser la médiation américaine. C'était d'abord juste pour apaiser. Là, et je suis sûr que ça, c'est à la demande de son parent. Donc, une réponse pour apaiser... Rwanda. Si tu le dis pour le Rwanda, tant mieux. Alors, une réponse pour apaiser la médiation américaine. Le monde entier a suivi que la FC s'engage à retirer unilatéralement ses troupes. Mais la FC ne dit pas quand. Pire, d'ailleurs, la FC pose des conditions. En disant... Et aujourd'hui, elle se dit, j'attends. Et il y a maintenant encore une sortie... La démilitarisation. Il y a une sortie de... Donc pas des FRDC de Ouazalène. Une sortie de Bissimois qui va dans ce sens, qui dit, tant que nous n'aurons pas obtenu de réponse aux conditions que nous avons présentées, il est hors de question que nous nous retirions. Donc nous allons voir comment ça va évoluer. Mais ce qui est vrai, c'est que là, c'est sûr, maintenant, nous allons nous engager dans la voie du dialogue, des négociations, ça c'est clair. Mais il y a aussi certains, et cet argument-là joue en faveur de l'F-23, il y a certains, sur le plan diplomatique à l'intention, qui pensent que la conquête, la prise d'Ouvira a au moins éliminé un belligérant majeur allié de Kinshasa. Qui? À savoir le Burundi. Et que déjà de mettre le Burundi hors combat, ça joue plutôt... En faveur de qui? Non. À ce niveau-là, on ne le voit pas en tant que tel. Ah, d'accord. On voit ça plutôt sous cet angle que ça pousse dans la voie vers la recherche de la paix. Ah, d'accord. Parce que si vous avez les Burundi, c'est encore un autre acteur. La régionalisation. On craint la régionalisation, ainsi de suite. Aujourd'hui qu'il est mis hors de combat, on peut dire qu'on ouvre la voie pour avancer et aller maintenant vers une paix. Il ne restera plus que Kinshasa et donc... Kigali, et donc comment ça, l'AFC interposé entre les deux parties. Donc c'est maintenant très, très clair, parce que je l'ai toujours dit depuis le début, et il faut que les gens le retiennent, nous n'aurons jamais de paix si nous ne comprenons pas que les deux accords doivent marcher de pair. De l'accord de Washington, nous n'aurons jamais la paix si nous ne comprenions pas que... oui, parce que militairement, nous n'avons pas réussi à nous octroyer la paix. Nous la recherchons par la voie diplomatique. Et donc, je parle de cet aspect-là, l'aspect négociation. Donc, il faut combiner les deux processus et les faire aboutir tous les deux. C'est cela. Mais Mike Moukébaï, parlons de cette force neutre. L'AFC M23 veut dire exactement quoi? C'est quelle force neutre qui pourrait assurer la sécurité? De toute façon, il s'agit des conditions qu'elle a posées. C'est à la médiation d'apprécier si elle va apporter des réponses à ces conditions-là. C'est la MONUSCO, une armée, non, dans une force neutre, dans une autre force. Et je ne vois pas d'où viendra cette force-là. Et si la médiation prend en compte ces conditions-là, mais qu'elle n'est pas en mesure de matérialiser cette exigence-là, d'y répondre concrètement aujourd'hui, ça signifie que ça va prendre 2 jours et l'effet accompli va se consolider sur le terrain. C'est là que j'attire l'attention. Mais la présence de l'FCM23 à Ouvira, 3, 4, 5 jours, une semaine après... Si le médiateur n'est pas à mesure d'appliquer les conditions posées... Non, si le médiateur les prend en compte, c'est cela d'abord le premier pas. S'il les prend en compte,
Et en ce moment-là, qu'est-ce que nous, la FCM 23 va attendre des réponses à ces conditions. Ouais. Mais ça va prendre du temps, c'est tout un processus. Et pendant ça va tirer les choses. Oui, ça va tirer les choses en longueur, ça va permettre au fait accompli de se consolider. C'est cela. Voilà. Mais là, apparemment, c'est un peu. Il y a encore un schéma à faire, un petit schéma. Mais c'est ça que je constate, moi. Je constate que depuis 24 heures, aucun mouvement n'a été constaté ici et là-bas. Mais dans l'entretemps, aujourd'hui, l'FC revient en force sur ces conditions à elle. Jusque-là, la médiation n'a pas réagi. Je ne sais pas si elle a à réagir publiquement. Sinon, je me dis que diplomatiquement, il y a des menées qui sont conduites ici et là-bas pour arriver à une compréhension commune sur cette question-là. Mais Mike Moukeba, jusqu'à présent, le gouvernement ne réagit pas suite à ces communiqués. Vous pensez que le gouvernement pourrait réagir comment? Mais c'est là. Vous voyez faire quoi? Vous voyez déjà que le mutisme du gouvernement exactement, vous fait voir qu'il y a trop d'incertitudes autour de la question. Il y a trop d'incertitudes autour de la question. Il y a trop d'incertitudes autour de la question. Ce n'est pas encore acquis. Mike Moukeba, il y a certaines personnes qui estiment... Parce qu'en fait, même quand on parle d'Ouvira, les gens ne voient pas les choses avec beaucoup de lucidité, parce que l'M23 ne s'est pas arrêté à Ouvira. Ouais. Il a avancé déjà vers... Ils sont allés beaucoup plus loin. Makobo, là, donc vous ne pouvez pas demander à la FFC de retirer ses troupes à Ouvira sans que le mouvement ne commence là où ils sont allés le plus loin possible. C'est ça la réalité. Mais Mike, et c'est pourquoi certaines personnes estiment que ça pourrait être un piège ou soit une sorte de recul stratégique pour essayer de se déployer encore beaucoup plus. De toutes les façons, moi je ne sais pas pourquoi nous sommes en train de perdre du temps à parler de cette question d'Ouvira. Maintenant que la volonté a été exprimée de manière manifeste, si Kinshasa, comme on le comprend en tout cas avec la sortie du ministre de la Justice faisant intérim du ministre des Affaires étrangères devant les diplomates accrédités à Kinshasa, avait dit que Kinshasa était prêt pour le dialogue, mais pas à n'importe quel prix. Et donc je dis que maintenant que la volonté a été exprimée de manière manifeste et claire à partir de Washington, je ne vois pas pourquoi on va continuer ces débats où que les uns et les autres s'engagent réellement dans un dialogue, de négociation, pour qu'on parvienne à la paix. Parce que la question à poser à ceux qui sont en train de gibuler, mais pour eux, quelle est la solution à la crise? J'ai l'impression qu'ils sont un peu minés par un certain nombrilisme. Ils se regardent eux-mêmes et puis ils applaudissent, oui. Ils applaudissent quoi? Quelle est la solution à la crise? Le pays est paralysé. Mais Mike Moukeba, il s'agit ici d'être réaliste, de se dire quelle option nous levons. Le monde a dit pas d'option militaire. Il y a eu des critiques. D'ailleurs, le chef de l'État a dû s'expliquer sur le terme clochard employé à l'endroit de nos forces armées. Des gens ont dit qu'il n'était pas évident d'espérer des résultats sur ce côté-là. Beaucoup d'experts les disent. Est-ce que c'est cela que le chef de l'État a traduit à travers ces termes-là? Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a remarqué que depuis que ce conflit a commencé, c'est toujours de l'autre côté qu'il y a des avancées. Et ici, on est sur la défensive. Même quand le chef de l'État a parlé lundi des forces armées, il n'a pas parlé en termes de succès, il a parlé en termes d'opposition farouche, qu'ils opposaient une résistance farouche. Ce n'est pas normal qu'une grande armée comme la nôtre soit en position d'opposer une résistance farouche. Ça signifie qu'elle est en défensive, qu'il finit par y avoir des failles et que l'ennemi peut toujours déborder. Donc, si on est réaliste, quelle option militaire? Et ensuite, le monde a dit que pas de solution militaire. Alors, il faut s'engager véritablement dans un dialogue. Mais il faut discuter. C'est cela. Mais il y a beaucoup trop de lignes rouges. Et Félix Tshisekedi en renouvelle à chacune de ses sorties, ce qui fait que les dialogues ne trouvent pas de terrain propice pour émerger et prospérer. C'est cela tout le problème. Il n'y aura jamais de mixage et de brassage. Mais vous êtes en face d'une autre armée. Vous en ferez quoi, cette armée-là? C'est une réalité. On peut ne pas aimer. Et vous avez vous-même accepté les principes d'aller à une table de négociation. Ce qui suppose des concessions de part et d'autre. Voilà le problème. Mais Mike Moukeba, il y a également une classe d'élite qui pense que est-ce la RDC doit démarrer
ne doit que vivre de la pitié, par exemple, des États-Unis. Là, ce n'est pas une aliénation, ce qui vient de se passer. Donc, pour que nous soyons en paix. Mais vous avez entendu vous-même ici. Vous avez entendu en quels termes Donald Trump a parlé de la République démocratique du Congo. Ils sont réunis, ils ont pleuré. Mais c'est cela la triste réalité que la République démocratique du Congo donne à l'échelle internationale avec Félix Tshisekedi. Mais ça fait très mal. Il s'est moqué de nous. Nous sommes la risée du monde. Il dit nous sommes allés les supplier. Et nous l'avons supplié. Et en retour. Vous confirmez que, vous confirmez que la RDC a supplié. Mais écoutez, il s'agissait d'un accord de paix. Personne n'avait demandé à la RDC d'amener ses minéraux à la table de négociation. C'est Félix Tshisekedi qui a pensé qu'il pouvait négocier un deal appelé minerai contre sécurité. Et ça a échoué. Je crois que tu le sais. Aujourd'hui, c'est échoué. Nous sommes sortis de là avec un fameux accord appelé accord de partenariat. Non, pas le cadre d'intégration. Ça, c'est le cadre d'intégration économique régionale avec le Rwanda. Mais nous avons accompli un petit pas avec ce qu'ils veulent présenter comme un accord de partenariat stratégique en bilatéral avec les États-Unis. Mais est-ce que là-dedans, il y a une contrepartie sécuritaire? Il n'y en a pas. Et encore, quand même, ces documents-là, il ne s'agit pas d'un accord. C'est un mémorandum d'entente. C'est un mémorandum qui trace les cadres de la coopération future. On parle comme ça vaguement, d'Inga, ainsi, mais il n'y a aucun projet. Ce n'est pas un contrat qui crée des droits et des devoirs pour l'une ou l'autre partie. Donc, cet accord est encore bancal. Quand vous y allez dedans, vous voyez, il y a comme une sorte de droit de préemption que cet accord cristallise en faveur des États-Unis. Donc, à chaque fois que nous avons à mettre en vente un de nos gisements, nous devons d'abord nous adresser aux Américains. C'est tout. Il y a ceux qui pensent que cet accord piétine même les codes miniers congolais. Non, mais attendez, mais c'est cela. Cet accord nous exige de réformer nos lois dans le secteur tenant compte de la substance de mais c'est normal. Ce n'est pas normal. Les lois de la République ne peuvent pas aujourd'hui être édictées en fonction d'un accord donné avec un État. Ce n'est pas normal. C'est vrai que les accords internationaux ont primauté sur nos lois, mais pas dans ces circonstances-là, s'agissant du commerce de nos biens. Mais mec, est-ce que ce qui se passe ne risque pas de nous rattraper un jour, même après 10 ans Non, je reste très très confiant parce que je sais que cet accord en bilatéral avec les États-Unis ne sera pas appliqué tout de suite. D'ailleurs, l'accord lui-même parle d'un délai d'une année, mais ça prendra un peu de temps, 1 an, 2 ans, pour des raisons pratiques. Parce qu'il ne s'agit pas de gisements déjà certifiés. Les Américains vont procéder à l'exploration ici et là-bas, ainsi de suite. Le temps qu'ils soient aussi précis sur les investissements qu'ils peuvent apporter en République démocratique du Congo et dans quel secteur. Je crois que nous serons déjà en ce moment-là en 2028 et Trump aura fini son mandat et ça peut coïncider avec une alternance en République démocratique du Congo. Donc une opportunité de pouvoir renégocier cet accord-là. Il y aura cette opportunité. Nous allons la créer, nous. De renégocier ces accords-là. Ah, d'accord. Ouais, nous allons la créer. C'est possible. Même le cadre d'intégration, il s'agit d'un accord. Il s'agit d'un accord. Donc on peut le renégocier, c'est un accord économique, pourquoi ne pas le renégocier? Même l'accord, même le cadre d'intégration économique et régionale, nous pensons qu'il faudra le négocier. Et lui, il faudra d'ailleurs le renégocier de faute en comble. Parce que prenez par exemple le secteur du tourisme. Le Rwanda est très avancé là-dessus. Le Rwanda a reçu l'année dernière 1 300 000 visiteurs. Moi, nous, ici chez nous, je ne sais pas si nous en avons reçu un seul. Et le Rwanda est très avancé. Je ne le dis pas pour flatter le Rwanda, que ceux qui vont s'irriter aient un peu de la clémence. Pour moi, je parle d'un fait. Donc le Rwanda est très avancé, son secteur touristique est très organisé. Avec la logistique, les engins appropriés pour le déplacement. Si tu demandes ici, à Kinshasa par exemple, tu ne trouveras même pas un dépliant qui répertorie les sites touristiques. Donc nous sommes très très en retard. Et si nous allons dans cet accord et que nous devons mettre en œuvre les volets touristiques, ça signifie que ces touristes-là qui viendront pour visiter Virunga, qui est le parc transfrontalier entre nous et le Rwanda, de notre côté Virunga, de l'autre côté c'est le parc des volcans. Donc le Rwanda fera la promotion de ces parcs, les visiteurs atterriront à Kigali et ils logeront à Kigali, ils dépenseront à Kigali, ils viendront
à Goma en aller-retour juste pour visiter notre parc. Donc, le visiteur qui arrive avec 2000 $ dans son portefeuille, il dépensera 1800 $ à Kigali pour ne dépenser que 150 ou 200 $ à Goma, le temps de l'aller-retour et de visiter le parc. Pourtant, des experts m'ont dit, et je parle donc sous la réserve de ces experts-là, on a dit qu'il y a chez nous une autre espèce, dans cette espèce de gorille tant recherchée dans le monde, il y a une autre espèce encore plus rare, mais qui est plus présente chez nous. Et celle-là, elle n'apparaît que 2 mois sur l'année. Et donc, ça signifie que ce sera une espèce que les gens vont abondamment visiter, mais en passant par Kigali. Et donc, nous allons perdre. Nous ne pourrons pas faire la promotion de notre tourisme à partir de Goma avec notre parc. C'est inadmissible. Mais Mike Nkebaye, pour clore ces chapitres, je vois les gens, les sympathisants du régime en place, qui estiment que là maintenant c'est clair, les Rwandais, c'est lui le chef du M23. Mais ça a toujours été clair. Pourquoi les régimes n'arrivent pas à les mentionner dans ces accords, dans ces différents accords? Non. Le régime a raté le déclic à un moment. C'est fini, c'est déjà parti. Oh, donc c'est... Oui, c'est fini, le régime ne peut plus non, c'est fini. Le régime ne se rattrapera plus. Là-dessus, non, c'est déjà coulé dans l'accord de Washington. Et encore que Washington n'a fait que cristalliser l'élan qui avait été donné à Luanda. Déjà, les CONOPS parlaient de la levée des mesures défensives et non du retrait. Exactement. Ah ben alors, donc le régime a raté le déclic à Luanda. C'est fini. Alors, maintenant, les gens peuvent se défouler. Félix, c'est celui qui a eu le courage de dénoncer l'agression rwandaise. Mais sur le plan de rapport de force, diplomatiquement, ce n'est mentionné nulle part. C'est une faiblesse. Et c'est pourquoi, pour se consoler, ils veulent nous prendre, nous, pour leur défouloir. Ceux qui n'ont pas pu, eux, obtenir sur la table de négociation, ils veulent nous entendre les dire pour qu'ils se consolent ou je ne sais pas, qu'ils se défoulent. Nous ne sommes pas leurs défouloirs. Ils sont de responsables, ils auraient dû obtenir ça à la table de négociation. Ils n'ont pas obtenu, ils doivent constater leur échec et le reconnaître devant le peuple. Et non se retourner contre nous. Mais Mike, la suite maintenant des négociations va se passer comment? À Doha, ça va être comment? Visiblement, les Qataris se sont désengagés. Mais lorsque la menace s'est précisée autour d'Ouvira, j'ai remarqué qu'ils ont repris l'initiative pour appeler les deux parties et ensuite annuler l'invitation. Je ne sais pas si ils vont... mais est-ce qu'il y a vraiment la volonté de mettre fin ou bien ce ne sont que des dilatoires? Non, la volonté de mettre fin... Il ne faut pas aller la chercher chez les médiateurs. Le médiateur peut être de bonne foi, mais si les deux parties ne veulent pas avancer, il n'y aura pas de compromis. C'est ce que Kagame a... Les médiateurs peuvent être de bonne foi, oui, mais si les deux parties ne veulent pas, ce sont les deux parties qui négocient, qui se font des concessions. Les médiateurs ne peuvent pas s'imposer, il peut, mais si l'une des parties est de mauvaise foi, qu'est-ce que vous voulez? Le médiateur, il fait quoi? Il y a des moyens de prendre position, des leviers, ainsi de suite. Mais si celui-là est vraiment entêté, le médiateur fera quoi? Vous avez remarqué que le monde a obtenu même des résolutions des Nations Unies appelant au cessez-le-feu à Gaza. Mais Israël a continué la guerre. Israël a continué la guerre. C'est cela. Donc, il faut que les deux parties soient de bonne foi. Si elles le sont. C'est ce que Kagame a dit à Washington. Mais ici, les gens ont très mal interprété. Ils ont dit oui, c'est pas lui le problème. Lui n'est que médiateur. C'est nous deux. C'est à nous deux de négocier sincèrement. C'est cela. Il faut que les gens veuillent, qu'ils se disent que nous voulons arriver à la paix. Si au fond, l'une des parties dit moi, je lâcherai rien, ça n'avancera pas. Bon, c'est vrai qu'avec ce représente les États-Unis, ils peuvent toujours obtenir de faire fléchir telle ou telle partie à tel ou tel moment de discussion. Mais il faut plus compter sur la bonne foi des parties. Mike Nkebaye, à l'instant, on peut se dire que Kagame tend vers sa fin, il sort la queue entre les pattes, ou bien... Je crois que c'est ça tout le problème. Que les gens me laissent... Non. Ici, je pense qu'ils se plantent complètement. J'ai même vu les gens comparer ça à la fin de Savimbi. Exactement. Non, mais je ne peux pas comprendre. Ça, c'est une incapacité. Je ne peux pas comprendre. Quand vous ne savez pas analyser des faits aussi bénins du quotidien, mais qu'en sera-t-il de grands enjeux régionaux, continentaux et internationaux? Savimbi s'est retrouvé dans la position d'un rebelle isolé.
Il a fait la guerre longtemps, hein, au nom de la guerre froide, portée par les Américains et soutenue par Mobutu. À un moment donné, nous avons connu la chute du mur de Berlin et puis nous n'avions plus parlé de la guerre froide. Et donc, le pouvoir de Luanda a établi un pont avec les États-Unis. Et un processus de paix a été mené. Savimbi a fait même les déplacements de Luanda avec ses troupes. On en était vraiment presque l'aboutissement du processus de paix. Et il y a eu des incompréhensions. Il a finalement décidé de reprendre le chemin du maquis. Mobutu meurt en 97. Il n'a plus de base arrière, il n'a plus rien. Mais comme il contrôlait des zones riches en diamants, il dit j'y reste. Mais il est déjà isolé en ce moment. Les Américains lui ont fait passer le message qu'il est temps d'arrêter la guerre. Donc, le contexte est... C'est un rebelle en plus. Ce n'est pas le pouvoir établi. Et puis finalement, les Américains aident les régimes. Ce n'est pas les Américains qui les liquident. Ils aident le régime angolais. Ils aident José Eduardo par le renseignement à le prendre en embuscade et à l'abattre. C'est cela. Kagame est un chef d'État qui a des rapports d'alliés avec les États-Unis. Les gens peuvent ne pas aimer, moi je leur dis la vérité. Nous sommes allés à Washington un jeudi, l'entérinement a eu lieu, a été opéré de l'accord. La délégation rwandaise est restée jusqu'à samedi pour obtenir un financement de 228 millions de dollars dans le secteur de la santé. Nous on est revenu ici, la JBCR vide, les bras bralants. Bredouille, qu'est-ce qu'on a obtenu? Kedal, zéro. Le Rwanda est en partenariat stratégique avec les Américains sur le plan de la sécurité. Dans cette région-là, de l'Est-là, c'est une région importante pour les États-Unis parce qu'il sommeille une menace terroriste sérieuse. Ah, je vois. Tous les pays d'Afrique de l'Est là-bas ont presque été presque frappés par le terrorisme. Le Kenya a été frappé, la Tanzanie, heureusement, en Ouganda de temps en temps. Mozambique le seul pays presque jamais frappé, c'est le Rwanda. Donc c'est le pays le plus sûr en termes de renseignements, d'alliés. C'est cela, les États-Unis comptent sur ça. Donc il y a un enjeu également. Et aujourd'hui, Donald Trump, dans ses promesses de campagne, il y a celle de purger les États-Unis de migrants illégaux. Et il a trouvé un déversoir pour ces migrants illégaux. C'est où? C'est le Rwanda. Le Rwanda qui était déjà en programme avec la Grande-Bretagne, qui avait déjà mis la logistique en place. Changement de gouvernement en Grande-Bretagne. L'actuel Premier ministre a dit non, moi je ne vais pas expulser les migrants de cette façon-là. Et maintenant, le Rwanda a mis ces infrastructures-là à disposition de Trump. Donc c'est un allié à lui. Comment les gens peuvent se tromper comme ça? C'est un allié à lui. Et puis, est-ce qu'il va aller jusqu'à les liquider physiquement? Pour quel gain avec nous? Il faut les liquider. Il peut obtenir que Kagame fasse des concessions avec des pressions diplomatiques. Comment les gens peuvent aller rêver jusque-là? Il faut voir la réalité en face. Quand le diagnostic est mal fait, c'est pourquoi nous ne sortons pas de nos pétrins. Le diagnostic au départ est très très mal fait. Très mal fait. Il s'agit d'un allié de longue date. De longue date dans la région. De longue date. Pas d'aujourd'hui. Nous devons travailler. Nous ne le faisons pas assez. Diplomatiquement. Le Rwanda a saisi les imbrications diplomatiques internationales. Le Rwanda est au Mozambique. Qu'est-ce qu'il y fait? Il est là pour combattre le terrorisme. Au Centrafrique également. Contre le terrorisme au Mozambique. Et vous savez que ces terroristes-là au Mozambique menacent des intérêts français. Il y a un gisement gazier important dans ces zones-là d'un investissement de 20 milliards d'euros. Et ce n'est pas la France, en fait, qui finance la présence rwandaise au Mozambique, mais c'est l'Union européenne. Vous voyez un peu toutes ces imbrications-là? Ça a été bâti au fil des années. Hein? Alors nous ne comprenons pas, nous pensons qu'il suffit de proclamations. Eh bien, nous pourrions régler les problèmes en criant très fort dans les réseaux sociaux. Non, il faut travailler. Mais mec, il faut travailler. Nous sommes allés, nous aussi, en soutien à la mission des Nations Unies en Centrafrique. Nous avons été chassés. Puisque nos gens, nos militaires, nos policiers, ne se sont pas bien comportés. Le Rwanda, là-bas, s'est montré exemplaire. Il faut dire des choses aux gens qui comprennent la réalité. Mais plutôt que de fantasmer sur des choses qui ne se réaliseront pas. Mais mec, est-ce que la RDC pourrait être victime de cette guerre au niveau
entre les puissances, les blocs... il n'y aura pas la Chine, je ne crois pas. Avec... Bon, y a pas en réalité, moi, ben, je ne suis pas expert dans le domaine c'est chez vos de la géopolitique. Chinois, je sais qu'il y a... L'accord chinois, l'accord de Washington, il n'y aura pas de chevauchement. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois qu'il s'agit de questions qui peuvent se régler. Tout dépend de notre marge de manœuvre à nous. Nos minéraux sont là. Évitons de nous lier les mains avec les Américains. Composons avec eux, parce qu'il nous faut avoir un allié parmi les 5 du Conseil de sécurité. Nous n'avons pas un seul allié parmi les 5 premières puissances mondiales. Nous n'avons pas un véritable allié avec nous, avec qui nous pouvons vraiment construire des liens très forts. Nous ne l'avons jamais fait. Oui, il faut y travailler. Mais en même temps, nous devons rester ouverts envers les Chinois et les autres. De toute façon, je ne crains pas beaucoup cette confrontation ici. Pourquoi? Parce que j'ai vu que ce sont les Américains eux-mêmes qui ont vendu leurs intérêts dans Tek Furumo aux Chinois. En 2017, il n'y a pas très longtemps. Il y a 8 ans. Donc, ben, s'il y avait vraiment antagonisme sérieux, je ne pense pas qu'ils auraient vendu leurs intérêts aux Chinois. Ils ont vendu ces intérêts. Freeport avait des intérêts chez nous, au Chili, dans plusieurs pays qui préfèrent, là où il y a des gisements qui préfèrent. Ils ont choisi, parce qu'ils faisaient face à certains problèmes, ils ont choisi parmi ces gisements lesquels vendent celui de la République démocratique du Congo, et ils ont vendu aux Chinois. Tel que Froumé qui est exploité aujourd'hui était propriété américaine. Donc je ne pense pas que cet antagonisme soit aussi insurmontable. Je crois qu'il y a lieu. De toutes les façons, entre eux, ils arrivent toujours à s'entendre. Vous avez vu la guerre que Donald Trump a menée en surtaxant les produits chinois. Puis finalement, ils se sont retrouvés tous les deux et ils se sont mis d'accord. Et il a du respect pour le Chinois parce que le Chinois est fort. Et ils se sont vus directement tous les deux. Chez nous, ici, tu vas entendre les gens en train d'ergoter sur les déclarations d'une conseillère spirituelle de Trump. Ça, c'est des gens qu'on ne reçoit qu'en Afrique par des chefs d'État. Conseillère spirituelle de Trump. Mais même là où il faut discuter avec Marco Rubio. Il y a également cette petite polémique de propos du cardinal Ambongo concernant l'accord. Il dit que cet accord a démontré ses limites. Pour le cardinal Ambongo, on doit absolument rentrer dans les schémas proposés par l'Église. Non, les schémas de l'Église représentent l'issue. Les schémas de l'Église, vous ne pouvez pas le mettre. Ils ne rentrent pas en contradiction avec Washington. Non, ils n'entrent pas en contradiction avec Washington. Les pactes sociaux. De toutes les façons, ce qu'ils ont préparé là, il ne s'agit que de propositions à soumettre à ceux qui auront la décision. Si dialogue il y a un jour, ce n'est pas eux qui vont orienter ces dialogues-là. Il y aura des travaux préparatoires qui vont finalement déterminer de quoi sera fait donc ces dialogues-là. Mais sur le plan pratique, la logique est que les schémas SENCO et CC représentent l'issue de ces deux processus, Washington et Doha. Donc si nous arrivons à une matérialisation de ces deux processus et à un compromis avec Doha et Washington, en ce moment-là, en engageant des statuts, il ne sera plus belligérant, il est signataire d'un accord de paix, donc une partie comme une autre, et donc Nanga, si je peux dire entre guillemets, est invitable avec d'autres parties congolaises pour discuter, et donc on ouvre en ce moment-là des dialogues. Il n'y a pas de problème. S'il y a des blocages, ça et là, c'est pas forcément dans le fait du contenu de l'accord. C'est aussi, plus encore, dans l'attitude des parties, celles qui négocient. C'est ce qui bloque le plus. Mais Mike, est-ce que vous pourriez placer un mot sur la mort de Magloire à Paluku? Bon, je n'en sais pas grand-chose. Je suis très attristé, c'est quelqu'un que je connaissais. C'est des Congolais que moi j'ai côtoyés, hein. J'ai des amis un peu partout hein, dans la classe politique congolaise. J'ai fait 25 ans de métier de journaliste. Je connais du monde dans le personnel politique de la RDC. Donc, j'ai été très touché, mais je n'ai pas assez d'informations là-dessus pour que je commande son décès, mais je regrette infiniment. Alors, on prend la traque des opposants, on commence par Ensemble pour la République. Ensemble, vous êtes de plus en plus, ensemble, les kabylistes également, vous êtes de plus en plus, je ne parlerai pas des victimes de ces régimes, mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y a eu
une sorte de perquisition dans la résidence de Christian Mando. Pourquoi? Quel danger Christian? Non, ce qui se passe, c'est que Félix Tshisekedi, je ne sais pas ce qui s'est passé en lui en tant qu'individu, ce qui se passe, c'est que Félix Tshisekedi est devenu insensible à la situation des droits de l'homme. Qu'elle soit... Oui, oui. Félix est devenu insensible à la situation des droits de l'homme. Oui, il est insensible. Donc, il ne respecte plus ce n'est plus le Félix qui était très critique. Parce que les droits de l'homme, ce n'est pas de dire Moukebaï a fini Kangai. Non. Les droits de l'homme, c'est avant tout Moukebaï a fini Kangaki. Mais quelle est la procédure pour l'arrêter? C'est ça les droits. C'est cela ce que Félix ne respecte. C'est cela ce qu'il ne respecte pas. Des perquisitions illégales. C'est impensable. C'est cela le vrai problème du Congo. Félix est devenu insensible. Et comme ceux qui étaient très actifs à l'époque ont décidé tous de se taire au profit du régime, Félix est à l'aise. Ah, d'accord. Tous les grands activistes ici ne dénoncent plus. Ils l'ont mis à l'aise. C'est cela le grand problème. Donc, il se sent à l'aise en violant. Alors, on va prendre, je ne sais pas ce que Chadari a fait, je me réserve de dire quoi que c'est ça là-dedans, je ne connais pas les fonds du problème, mais on va le chercher chez lui à 3h40 du matin, par une escouade de 2 hommes armés. Oui, on parlerait de Dites-moi un peu. 200 personnes en menaçant ses enfants. J'ai entendu l'audio de sa femme. Et tout ça, cet audio, moi qui m'aime, Félix, quand il l'entend, je ne sais pas s'il aura l'occasion de l'entendre, ça ne l'émeut pas. C'est cela le grand problème maintenant. Et jusqu'à présent, on ne sait pas où il est. C'est cela le grand problème. Et tant qu'il restera dans cette attitude rigide à dire que ce qui se passe, ça s'explique puisque nous sommes en situation de guerre, donc la situation de guerre crée de nouvelles procédures contre les citoyens congolais, permet de sortir du cadre légal, c'est cela le grand problème. C'est cela le grand problème. Il a fauté, oui, mais par quelle voie l'interpeller? C'est cela le grand problème. Et ça se répète, ça se répète, ça se répète. J'en ai été victime moi-même. J'ai laissé une famille traumatisée pour moi. J'ai été maltraité. Je pouvais perdre la vie. Comme ça. Avec autant de brutalité. Je te jure. Tu comprends? C'est très grave. Et ça se passe sous Félix Tshisekedi. Je ne peux pas comprendre. On braque l'enfant. Non, je lui dis de montrer où c'est. Je ne peux pas comprendre. On pouvait venir le chercher le matin, calmement. On pouvait lui envoyer une convocation de justice. Non, je ne sais pas. Je m'interroge si c'est le même Félix que moi, Moukebaï, j'ai connu. Je suis quand même fréquenté Félix. Moi, en tant que journaliste, je l'ai interviewé. Puis d'une fois, elle m'a engagé. Jurant qu'une fois, en responsabilité, voilà ce que je ferai. Mais je n'arrive pas à comprendre. Ça se passe à son insu ou bien ça peut pas être à son insu. À son insu ou bien pas. Il a ses dossiers après que l'acte soit commis. Non, mais attends, mais si c'est a posteriori, et que chaque fois a posteriori, il apprend que ça s'est fait, quelle disposition il prend pour prévenir? Quelle disposition depuis il a pris pour prévenir? C'est cela le grand problème. Ça ne dit plus rien à Félix. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne lui dit rien. C'est que le candidaton, les jours il ne sera plus aux affaires, comment il a traité ses pairs, ses adversaires d'opposition. Il en a qu'à foutre. C'est cela tout le problème. Et maintenant, chez vous, Ensemble pour la République, j'ai vu un communiqué. Vous appelez également... le propriétaire de la maison n'est pas sur place, vous allez perquisitionner. Vous perquisitionnez là-bas, vous tombez sur des armes, ainsi de suite, vous me les opposez comment? Il faut venir avec un document légal et à ma présence pour perquisitionner. Vous perquisitionnez à mon absence. Parce que Christian Mando, il est ici à Kinshasa. Dis-moi. C'est un député national. 4 heures de perquisition chez lui. 4 heures de perquisition. 4 heures de perquisition chez lui à la résidence. Et qu'est-ce qu'il a fait exactement? Et lui n'était pas là. Il n'était pas là. Ils savent qu'il est à Kinshasa. Oui, exactement. Il siège à l'Assemblée nationale. C'est hier même qu'ils ont clôturé la session, non? Ouais. On lui reproche de quoi exactement? Je n'en sais rien. C'est cela tout le problème avec le régime de Félix Tshisekedi. C'est cela le problème. Quand les gens finalement normalisent les violations des droits de l'homme, voilà ce que ça donne.
des fois... Donc il n'y a plus à se demander qu'est-ce qu'on lui reproche. Non, il suffit qu'un individu soupçonne Mike Moukeba de ceci ou de cela. Mike Moukeba est pris. Le reste, ça se justifie, c'est des questions liées à la sécurité nationale. La sécurité nationale ne dit pas que la Constitution, vous pouvez marcher dessus à volonté. Les lois de la République, vous pouvez les chiffonner et s'asseoir dessus. C'est pas ça. La sécurité nationale s'implique dans le respect de lois de la République. Et ces gens d'actes renforcent les climats des méfiances entre l'opposition et les pouvoirs. Mais c'est ce que j'ai dit ici. Si le processus n'avance pas, je ne suis pas d'accord avec les diagnostics du cardinal Fridolin Ambongo, c'est plus les attitudes des uns des autres, plus l'attitude de Félix Tshisekedi et de son régime qui bloque. Parce que lui, il a l'impérium, celui qui peut décanter, donner les déclics pour que nous nous engagions dans une discussion sincère et parvenir à un compromis pour le bien du Congo et des Congolais. Et avant ça... Alors si lui s'en fout, qu'est-ce que vous voulez? Avant ça, il y a même l'opposant, Jean-Marc Kabound, attaqué au niveau des camps Luka. Jusqu'à présent, ses avocats ont porté plainte, mais il n'y a pas de suite, blessé. Et puis, mais c'est cela, nous sommes en dehors. Comment expliquer qu'aujourd'hui, c'est vraiment la violence, la brutalité? Mais c'est cela, vous avez... La répression... Vous avez entendu les discours du secrétaire général des l'UDPS? Ouais. Où il présente les Wewa comme les relais des services de renseignement. Ouais. Vous pouvez trouver ça sérieux dans une république? Ils disent qu'ils doivent servir... Donc maintenant le Wewa... Pour protéger les pays. Maintenant, vous vous rendez compte, c'est à quoi nous allons assister dans les jours à venir? À quoi? Mais ils vont commencer à faire des délations tout le temps. Les Wewa vont aller dire que j'ai vu des suspects chez les grands et ta résidence sera perquisition. C'est ça à quoi nous allons assister dans les jours à venir. C'est cela? Parce qu'on leur a donné un pouvoir, non? Exactement. Ils doivent l'exercer, non? Ils vont faire des délations. Ils les appellent à la délation. C'est grave dans une république. C'est terrible. Et il les dit sur la place publique. Il trouve normal, dans sa culture, dans sa formation, dans son éducation, son statut de secrétaire général du parti présidentiel, il trouve que ce qu'il dit là est normal. Il y a un problème. Et c'est ça le problème entre Félix Tshisekedi et nous. Nous n'avons pas le même référent. Les référents républicains auxquels nous sommes toujours accrochés, lui aujourd'hui marche dessus. C'est cela le problème. Ces référents-là n'existent plus chez lui. Ni chez les siens. Ça n'existe plus. C'est cela le grand problème. Si nous ne revenons pas à ces basiques-là, écoute. Mais mec, avec tout ce qui se passe, vous projetez des manifestations. La manifestation des Kabound, Villemort a été... n'a pas été favorable auprès du régime. Comment est-ce que vous pourriez vous réorganiser l'opposition? Sachez que l'opposition, Félix l'a dit, pour se moquer de nous en disant opposition à Péter, nous avons connu les mêmes tribulations sous Kabila, les mêmes persécutions, même lui. En 2017, il a appelé à 2 ou 3 manifestations, mais ça n'a pas abouti à des succès. C'est la même expérience que nous vivons aujourd'hui. Mais sachez que quand nous menions déjà ce combat du temps de Kabila, on se moquait de nous autant. On disait, vous croyez qu'un jour Kabila partira. Mais il y a toujours un élément. Cet élément-là, au Congo, il existe. Et cet élément-là a un impact sérieux dans la politique congolaise. Et nous ne savons pas compter sur cet élément. Nous savons simplement continuer à nous battre jusqu'à ce que cet élément-là joue en faveur du peuple congolais. Cet élément s'appelle les facteurs X. C'est le facteur X qui a fait que Kabila parte. Les facteurs X jouaient encore. C'est le facteur X qui a fait que ceux qui s'étaient tous engagés dans la voie d'emboucher la trompette du changement de la Constitution se sont rebuffés, se sont rétractés. Le facteur X, il vient toujours. Il y a un facteur X, il viendra. Nous, il nous suffit de persévérer dans le combat. C'était pas évident de combattre Kabila. Les gens veulent croire qu'à l'époque, c'était beaucoup plus facile. Non, ce n'était pas évident. Nous, moi je connais des gens que je ne peux pas citer ici pour ne pas le gêner, qui m'ont dit à moi, Moukébaï, mais toi tu rêves, toi tu es un frère à moi, Kassaïen. Comment? Moi j'ai vu tel, j'ai vu tel. J'ai été à Kingakati. Il y a ceci, offre pour toi. Tu es un journal, tu vis difficilement, tu n'as pas d'imprimé. Je t'ai patron d'un tabloïd.
on peut t'offrir ça et ça et ça et ça. Toi, tu crois que vous finirez, vous allez faire partir Kabila? Jamais vous n'y parviendrez, parce que nous, on a été prévenants. Mobutu avait fait l'erreur de concentrer la DSP, la division spéciale présidentielle, à Kinshasa, et il est tombé. Nous, on a cadré tout le pays avec la garde républicaine. Mais finalement, Kabila, les facteurs X. Les facteurs X. Nous y prenons et nous nous battons. Ces facteurs X-là, il n'est pas ce que les gens pensent. Il est dans la foi. Parce que les changements dans ce pays, il est inscrit dans l'ordre naturel des choses. Il est même divin. C'est cela, ces facteurs X. C'est celui qui nous donne, nous, le courage de tenir, de nous battre, jusqu'à ce qu'un jour, ces facteurs X-là décident et que les choses basculent. C'est comme ça. C'est comme ça que même dans le moment de désespoir, nous trouvons la force pour élever les yeux et voir la petite lueur qu'il y a devant et dire le Congo changera, donc il y a lieu de continuer à croire et de se battre. Ces facteurs-là jouera. Ne vous en faites pas. Mais mec, bon, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pourriez dire aux sympathisants du régime en place qui estiment que là maintenant, c'est normal, ce genre de violation, parce que il faut traquer des traîtres, on donne des connotations très facilement des traîtres, des complices, ainsi de suite, des bras séculiers, des rebelles. Les sympathisants du régime, hier vous étiez ensemble, ils estiment que c'est normal, on doit menacer des gens comme ça, violer les libertés des gens. Rien ne peut justifier les violations des droits de l'homme. Rien ne peut justifier que l'on marche sur les libertés individuelles et collectives. Les restrictions possibles ne peuvent être opérées que dans les limites du cadre légal, selon que la Constitution les dispose. En dehors de cela, rien d'autre. Ah d'accord. En dehors de cela, rien d'autre. Et encore, sur le plan constitutionnel, nous ne sommes pas en situation de guerre. La guerre n'a jamais été déclarée officiellement. Oui. Et s'il était déclaré, la Constitution montrerait la voie. Les restrictions iront jusqu'à quel niveau? Il ne suffit pas que vous vous réveillez, que vous décidiez de nommer ceci ou cela. Ce n'est pas comme ça qu'une république marche. Vous ne pouvez pas vous justifier. Puisque nous sommes en temps de guerre, moi je peux... Non, ce n'est pas vous. C'est cela tout le problème. Mais Mike Nkebayi, pour clore également ces chapitres, vous pensez également qu'il y a... Bon, je vois dans la toile des gens qui estiment que Chadar il passe à l'Ara Bongo, à Nyogolara Batu Bongo, dans le régime na Bongo. Vous pensez qu'il mérite de subir... à ce niveau de responsabilité, je ne peux pas réfléchir comme ça. Si nous nous sommes battus contre Kabila et qu'aujourd'hui nous engageons un combat de même nature face à Félix Tshisekedi, c'est pour amener au peuple congolais d'atteindre ses aspirations. Ce n'est pas pour reproduire ce que nous dénonçons. Ce n'est pas pour que demain, je dis, bon, ben, puisque eux l'ont fait, nous... Non, le peuple congolais aspire à un Congo beaucoup plus juste. Ah, d'accord. C'est cela, c'est ça à quoi nous nous engageons. Vous, à votre tour, vous n'allez pas faire subir... Pour quel gain? Puisque moi, je vais perdre mon temps à nourrir la revanche, à prendre un mois pour mettre en place... Et c'est d'ailleurs ce qui fait que ce régime n'avance pas, parce qu'il passe beaucoup de temps à planifier les règlements des comptes. Ça tue l'individu, hein? Ça te ramène plus bas, et puis finalement, tu ne peux pas t'occuper de ce qu'il y a de plus sublime, de ce qu'il y a de plus noble dans une communauté d'hommes. C'est ça le problème. Mais Mike Nkebayi... Hein? Et puis, vous savez, quand vous êtes un grand esprit, quand vous êtes un grand esprit, un homme comme moi, excusez-moi, je vais être prétentieux, moi je pense que si nous sommes en responsabilité demain, nous allons transformer le Congo. Alors comment je vais me passer mon temps, moi, à m'occuper, à régler des comptes à des individus, là où moi je vais laisser ma marque pour l'histoire. Mais Mike, Nkebayi, vous savez que le rôle là, numéro 1 d'un État, aussi grand que la République du Congo, vous savez que ça peut vous donner un rayonnement comme vous ne pouvez pas imaginer à travers le monde, si vous savez porter la fonction à un niveau donné. C'est cela. Et ça c'est moi mon rêve. Moi, j'aimerais changer de choses. Pourquoi je vais m'occuper de régler de compte à quelqu'un qui m'aura insulté aujourd'hui? Là où moi j'ai été longtemps journaliste, que je vais transformer les secteurs des médias. Je veux que ça change. Je veux que les journalistes de mon pays, que vous n'ayez... C'est des jours où je suis à ces postes-là. Mon premier combat, c'est qu'ensemble avec vous,
nous allons bâtir une mutuelle de santé. Ah, d'accord. Vous êtes dans la précarité totale. Chaque fois qu'un journaliste est malade, chaque fois qu'un journaliste est malade ou sa femme est malade, mais son téléphone chauffe. Il doit appeler le monde entier. Président, moi c'est à couper et tu ne peux plus te concentrer pour travailler. Exactement. Voilà les choses à transformer. Mais Mike, pour laisser ma marque. Et vous croyez que pour mettre en place une mutuelle et vous obliger, façon de parler, vous amener à assurer la pérennité avec 5-10 $, de cotisations mensuelles, vous savez que comment c'est compliqué? Mais Mike Mungeba, on va clore ces chapitres. Les kabylistes dénoncent également, selon leur annonce, l'ANER aurait intimé l'ordre aux policiers commis à la sécurité des Kingaka. Ça, je n'en sais pas. Est-ce d'abord c'est normal, c'est logique, ça rentre dans les prérogatives ça, je n'en sais rien. Mais ça rentre dans les prérogatives des forces des renseignements. Bon, c'est pas à l'ANER. C'est pas à l'ANER. Ça, c'est des questions qui sont liées aux compétences de la justice, ou à la limite même aux compétences de la police, en tout cas. Et c'est lui qui a pris le ministère de l'Intérieur qui a pris la décision de commettre les policiers là-bas. Je n'en sais rien. J'ai lu cette nouvelle-là dans les réseaux sociaux. Je ne l'ai pas encore certifiée. Je suis vraiment gêné pour pouvoir la commenter. Alors, Mike Mungeba, on va prendre très rapidement la ville de Kinshasa. Là, bon, les gens estiment qu'avec les différents discours tenus par le président, c'est déjà la fin des Bumba. Le président décrit à tout moment les... Bon, ça, je n'en sais rien. Moi, je ne suis pas dans les secrets du chef de l'État, je ne suis pas de l'Union sacrée, j'ai suivi son propos, et encore que moi, j'ai nuancé son propos tout de suite, parce que si ce que Bumba dit est vrai, qu'il n'a reçu que 21 millions de $, et en a investi 14, et qu'il garde encore un solde de 7 millions, quand je vois les différents travaux, je dis, ah, il a quand même bossé, comparativement au gouvernement central, lors du mandat passé, qui a déboursé 73 millions de $, sans trace dans la ville. Où sont passés les 73 millions de $ déboursés par l'ancien ministre des Infrastructures, Alexis Guissard? Tu peux le voir dans la ville ici? Tu peux le voir? Je dis, je nuance quand même son propos. En tout cas, le gouvernement central, lui, en avait dépensé 7-6 fois plus, sans grand résultat. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, lui qui arrive aujourd'hui est obligé de commencer par la réhabilitation parce qu'il trouve les 1000 km de route asphaltées complètement détériorées. Il n'y a qu'à peu près 200 km qui sont praticables. C'est ça le grand problème. Vrai ou faux, il fait ou ne fait pas beau vivre avec Kinshasa? Mais attendez, j'ai vu aujourd'hui une image, j'ai dit, est-ce qu'il ne faut pas que cette image soit vulgarisée? Ben laquelle? C'est Bumba qui est là-bas au centre d'enfouissement. Il n'y a plus de centre... Aujourd'hui? Oui, il était au centre d'enfouissement. Ah, mais le centre d'enfouissement a été laissé à l'abandon. Bumba arrive, vous voulez qu'il collecte les immondices pour les acheminer où? Les 5 années du mandat, on bilan pour se justifier. Attendez, moi je parle de faits. Il connaissait ça. Moi je parle de faits. Et je vais même donner un exemple. Les centres, j'ai vu qu'il l'a réhabilité aujourd'hui à 70%. Il y reste maintenant des réhabilités ou construire carrément un nouveau pont sur la route qui mène vers les centres. Alors comment voulez-vous que le gouverneur évacue les immondices quand il trouve les centres d'enfouissement abandonnés? Non seulement abandonnés, mais spoliés par les riverains. Dites-moi un peu. Vous voulez qu'il fasse les stations de transit, toutes fermées. Là, il a commencé maintenant à les réhabiliter l'une après l'autre. Alors, il va amener ces immondices. Je l'ai toujours dit. Le développement est un processus cumulé et intégré. Je veux vous donner un exemple qui va vous surprendre ici. Et même, j'aimerais que, si Félix Tshisekedi m'insuit, qu'il se rende compte que c'était devenu un fléau dans la ville. Alors, quand nous accumulons des années de négligence, nous en arrivons à ce que Bumba est en train de connaître. Vous savez qu'à Kinshasa, on roule à droite. Nous roulons à droite. Ouais. Chez les anglo-saxons, on roule à gauche. Et nous, comme nous roulons à droite, ici, nos volants doivent être à gauche. Depuis 20 ans, les différentes autorités n'ont cessé chaque fois
de gueuler, de vociférer. Ah, il faut interdire les véhicules à volant à droite. Aujourd'hui, je me suis arrêté sur la chaussée, sur 100 véhicules devant moi, 98 ont des volants à droite. Vous trouvez ça normal? Vous devez dépasser quelqu'un ici pour aller là-bas. Vous ne voyez pas où vous allez parce que votre volant est à droite. 10 ans, 20 ans, on a laissé faire. Et aujourd'hui, Kinshasa, vous croirez que non, c'est une ville anglo-saxonne, on roule à gauche. Voyez cette négligence. Alors, si vous devez aujourd'hui restaurer l'ordre dans ces secteurs-là, vous savez combien de temps ça va vous prendre? 10 ans, hein? Parce que vous n'allez pas prendre tous ces véhicules-là, les jeter dans le fleuve et vous paralyser la ville. Il faut 10 ans, le temps que ce véhicule-là s'amortisse et dans l'entretemps être très rigoureux pour que ce véhicule à volant à droite ne rentre plus ici. C'est cela le problème que Kinshasa et le Congo connaissent. Des années de négligence cumulées. Et à ce moment-là, que vous le voulez ou pas, il faut apporter des solutions structurelles. Les problèmes sont si profonds. Et c'est là d'ailleurs que j'ai dit, ceux qui critiquent Bumba, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Mais leur plus grand tort, c'est de ne pas se rendre compte qu'il développe, qu'il déploie une vision au-delà de son mandat. Il ne travaille pas pour son succès. Je vais te donner un exemple. Oui, il travaille pour l'avenir. C'est là pour la première fois que nous sommes en train de généraliser les routes en béton à Kinshasa. Donc c'est des routes qui tiendront la route, si je peux le dire, me répéter, pendant 30 ans. Donc ceux qui viendront n'auront plus à retoucher les routes de Bumba. Ils vont les entretenir simplement. Il faut compter 30 ans ces routes en béton. Ça, les gens ne regardent peut-être pas beaucoup. Mais est-ce la qualité bonne, Maïmoungebaï? Ah, ça c'est une question d'expert. Moi, je n'ai pas encore. Si tu as des éléments qui montrent que la qualité n'est pas bonne, il faut le dire. Moi, je n'ai pas expertisé ces routes-là. Je n'ai pas expertisé. Je regarde ce qu'on voit. Bon, je dis, ok. Même encore avec ces centres d'enfouissement, l'image que j'ai vue aujourd'hui, mais c'est que peut-être n'est pas encore dit, c'est que ces centres d'enfouissement-là d'un passage. C'était un centre d'enfouissement ordinaire, vous enfouissez les déchets et c'est fini. Mais dans l'entretemps, avec recyclage. Dans l'entretemps, non, mais maintenant, là, il va y avoir maintenant un centre d'enfouissement avec recyclage à Lozizila, à Moamba, à Mongafula, pardon. C'est cela. Des années d'accumulation de négligences nous ont amenés à des situations très compliquées où vous ne vous en sortez pas dans les 2 années, que vous le vouliez ou pas. Vous ne vous en sortez pas dans les 2 années, il faut du temps. De l'écart, je vous dois donner un exemple. Les véhicules volant à droite. C'est ce qui est devenu la règle. Comment on a été négligent jusqu'à ce point, dis-moi. C'est ce qui est devenu la règle à Kinshasa. On sait que ces véhicules-là coûtent moins cher, et puis, comme les autorités ne sont pas très regardantes, c'est ça ce qu'on achète. Mais tous nous roulons avec des véhicules volant à droite, à part quelques fortunés qui peuvent s'acheter des véhicules neufs ici, chez Afrima et tout ça. Vous savez que les marchés du véhicule à Kinshasa, ce n'est que de l'occasion. À 90%. C'est cela. Volant à droite. Personne ne s'interroge sur ces fléaux-là. Peut-être que si nous devons descendre avec vous sur terrain, et mener des études sur la prévention routière, arriverons-nous peut-être à la conclusion que beaucoup d'accidents sont dus au fait que les volants sont à droite. Parce que vous dépassez sans voir où vous allez. Mais vous vous rendez compte? Et personne n'en parle. Mais c'est un grave fléau. Grave. Et ce qui est même grave, c'est que de fois, dans certaines institutions, j'ai vu une fois la police acquérir des véhicules volant à droite. C'est cela. On va finir l'émission. Les budgets 2026 à 22 milliards, comment vous appréciez? Bon, je sais que ça, c'est la spécialité de Tshisekedi et son régime. Ils ont des chiffres. Les budgets, on le connaît très bien. On connaît la hauteur du budget après exécution. C'est à la fin de l'exercice. C'est lors de la reddition des comptes. Vous irez lors de la reddition des comptes, vous remarquerez qu'ils n'ont pas atteint les fameux 22 milliards. C'est à la reddition que nous saurons s'ils ont effectivement atteint les 22 milliards. Et puis, ils ont une habitude.
d'intégrer, je ne sais pas s'ils l'ont fait, d'intégrer dans le budget des promesses de fonds, de bailleurs multilatéraux, des appuis. Vous ne pouvez pas. Parce que de fois, ces fonds-là ne viennent pas. Ouais. Ou ça vient à moitié, ouais. Ou au quart, ou pas du tout. Ce n'est pas des fonds aussi sûrs. Voyez-vous, c'est ça le problème. Mais l'autre problème maintenant, c'est le respect de ce budget. Ouais, surtout ça. Hein. Un budget a été adopté, le chef de l'État le promulguera, c'est une loi. Mais il n'y a pas de loi autant bafouée en République démocratique du Congo que le budget. Le chef d'État lui-même ne respecte jamais la limite de ses dépenses à lui. 2025, je l'ai lu, vous tous vous l'avez écrit, il frôle les milliards de dollars. Ouais. Mais vous vous rendez compte? Parce que la situation est grave. Quelle grave? Comment c'est la présidence qui dépense le plus? Là où il était en décembre du demi-million, il arrive, il frôle le milliard. Peut-être que d'ici le 31 décembre, il aura dépassé le milliard de dollars. Et vous vous rendez compte, je ne sais pas si ça a été retouché, cette année, l'exercice budgétaire prochain, 2026, l'Office des routes. Vous savez combien de fonds lui ont été alloués pour 2026, Office de route qui doit s'occuper des routes nationales à travers tous les territoires nationaux. Vous savez combien? 500 millions de francs congolais. 500 millions, je dis pas de dollars. De francs congolais, quelques 200 000 dollars. Là où la présidence, elle dépense jusqu'à 1 milliard pour un seul exercice budgétaire. Et les fonds nationaux d'entretien routier, si ça n'a pas été modifié, devaient recevoir 1 milliard 300 millions de francs congolais pour l'ensemble des routes de la République à entretenir pendant une année. Ça, c'est l'autre question. Quand nous arrivons à la fin de l'exercice, dépassement à la présidence, c'est 200%, 300, 400, dépassement à la primature, 300%, et partout, dépassement, ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'en fait, les projets pro-pauvres, les projets d'investissement ont été sacrifiés au profit de ces institutions-là qui ont explosé leur ligne budgétaire. Parce que quand on dit que la présidence a été 1 milliard de dollars, vous savez que ça signifie quoi? Ça signifie que la présidence arrive à 400 millions, atteint déjà son plafond et commence à ponctionner. C'est ce que ça signifie. Alors, et ça voudrait dire aussi qu'il n'y a pas de rigueur dans la chaîne de dépenses. Exactement. Parce que la chaîne de dépenses vérifie si les projets étaient prévus, si les prévisions existent, et c'est finalement qu'on peut payer. Alors, elle paye cette ligne de dépenses sans regarder à tous ces principes-là. Alors, c'est ça le problème. On va finir avec le dossier de Roger Lumbala, 30 ans de réclusion criminelle. Vous pensez que c'est beaucoup, c'est trop fort pour... Vous savez, le plus grand problème ici, c'est cela, le monde nous le reproche. Macron l'a reproché à demi-mot à fait Tshisekedi. Les gens ont estimé que c'était un peu du néocolonialisme, de dire que vous n'avez pas bâti, pas construit votre administration. Mais il y a un problème encore beaucoup plus complexe que nous n'arrivons pas à régler, c'est de mettre en place la justice transitionnelle. Nous n'y arrivons pas. C'est le grand combat de Mukwege et je l'en félicite. Cette justice réparatrice post-conflit qui devait être mise en place en République démocratique du Congo. Mais ce qui est grave, c'est que nos autorités sont les premières à couvrir ceux qui ont trempé dans des crimes graves, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Mais alors, c'est cela qui amène des gens à reproduire les guerres. Parce qu'ils se rendent compte que ceux qui ont tué hier sont à vos côtés. Et ils ne sont jamais jugés. C'est là sur qui pèsent des soupçons sérieux. Ils ne sont jamais jugés. Je vais vous donner un petit fait aujourd'hui. Personne, peut-être, n'a fait attention à ces faits. Il paraît insolite. Nous allions aux élections. Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe ont aligné sur leur liste des candidats des condamnés. Exactement. Oui, je me rappelle. Des condamnés des crimes de guerre. Thomas Lubanga et Yves Kawa. Vous voyez, vous pouvez vous expliquer ça alors que la loi électorale rend ces gens-là, ces personnes-là, inéligibles. Là, a aligné Yves Kawa, c'est-à-dire, ils se foutent de loi de la République.
Et, comment il s'appelle l'organisateur des élections à domicile, comment on l'appelle? Oui, oui. Il a organisé des élections à domicile. Et ça, c'est ça, son mérite. Hein? Moi, je l'appelle les élections de 2023, c'est les votes à domicile. Donc, les gens ont voté chez eux. C'est ça, c'est son mérite. Alors, Kadima a laissé passer ces candidatures-là. Et tu sais, vous savez comment il a joué? Ils étaient d'abord alignés comme candidats députés nationaux. Il s'est dit que s'ils sont élus là-bas, ça va être évident aux yeux du monde, ils vont siéger à l'Assemblée nationale. Il les recale à ce niveau-là et les valide aux élections provinciales. Vous vous rendez compte un peu? C'est cela la République. Sauf Félix Tshisekedi. C'est par la suite qu'ils sont déjà élus, qu'il y a eu clameur publique et qu'ils ont été disqualifiés. Vous vous rendez compte? Sous Félix Tshisekedi. Pourquoi vous vous plaignez des rebelles? Vous poussez les enfants à l'émulation pour ce genre de pratique, parce que vous ne condamnez pas. Vous ne condamnez pas. Vous ne jugez pas. C'est cela, cette question, elle est fondamentale. Et en tout cas, là, c'est historique, cette condamnation. Moi, ce n'est pas que moi, je m'en flatte. Non, c'est un compatriote de 30 ans. C'est quand même beaucoup trop. Mais c'est historique. Mais un fait est qu'il a été condamné comme complice de crimes de guerre. Donc ça signifie qu'il y a un principal protagoniste. Et dans ce coin-là, à Bafouansende, lors de cette opération effacer les tableaux, il n'y avait que 2 chefs politiques, dont l'un était hiérarchiquement supérieur à l'autre, et il s'appelle Jean-Pierre Bemba. Donc je ne dis pas des dons. Je ne dis pas des dons. C'est vraiment clair. Vous finissez votre raisonnement, on doit s'attendre un je jour m'attends à ce que Jean-Pierre Bemba puisse également comparaître. Je m'attends à rien. Je dis qu'il y avait 2 protagonistes dont l'un était hiérarchiquement supérieur à l'autre. Ben voilà. Et le second, lui, a été condamné de complicité. Et à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises en France. Bon, donc c'est cela. Et l'autre serait protégé ou non, ou bien tout peut lui arriver également? Moi, j'en ai déjà parlé ici. Si il s'agit de protection, je l'ai déjà dit ici, j'ai donné un avis, j'ai dit combien j'étais embarrassé de constater que le régime qui faisait du Génécoste un combat à l'international, que ce même régime-là étendait ses ailes pour protéger des gens soupçonnés des crimes de guerre. Ils étaient haut placés dans ce régime-là. Est-ce pas une politique de dire non à l'ingérence, ainsi de suite, à la souveraineté, à la violence? Non à l'ingérence, je partage totalement. Il y a des pays qui ont des résolutions claires dans leurs normes nationales. Vous ne jugez pas leurs citoyens chez vous. Moi, je suis d'accord que le Congolais soit jugé ici, pourvu qu'il soit jugé, c'est ça le problème. Les faits qui sont reprochés et qui ont amené à la condamnation de Roger Lumbala remontent à quand? 2002, 2003. Kabila n'a pas pensé. En tout cas, son régime, c'était pas lui le ministre de la Justice. Je ne mets pas sur ses épaules, il n'a pas pensé. Juger Lumbala, Félix Tshisekedi non plus. C'est quand la justice française s'en saisit que là, Félix se réveille pour demander l'extradition, dit non. Parce qu'il est clair que si la justice nationale s'en saisit, hors de question que la justice internationale s'immisce là-dedans. C'est comme ça que ça se passe. Les principes sont clairs, nobis ibidem. On ne juge pas d'une même affaire 2 fois. L'affaire n'a jamais été jugée. Jugeons de ça au moment où c'est opportun de le faire. C'est combien d'années? 23 ans que ça n'a jamais été jugé. 23 ans. Alors comment vous parlez d'ingérence? Nous sommes une humanité. Au nom de l'humanité, nous avons accepté que certains crimes soient établis comme des crimes internationaux, non? Nous participons à cette humanité-là, oui ou non? Sinon, alors, sortons même de la CPI. C'est un principe que nous avons accepté depuis le départ. Alors, quand nous n'avons pas jugé ces crimes internationaux chez nous, les pays à compétence universelle ou la justice internationale s'en saisit. C'est cela. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Mike Moukeba. C'était un plaisir de vous recevoir. Je pense que... Qu'est-ce que vous pourriez dire pour encore... Nous tendons là, nous sommes à la veille des festivités au Quinoa. Oh, ben, il ne faut pas faire de fête un moment particulier de l'année. Hein. Les gens passeront les fêtes telles qu'ils ont passé l'année, dans la misère.
Mais c'est cela. Non, j'ai suivi. Mais maintenant, on va donner des poulets ici. Mouzito a posé une grosse signature pour sortir 128 milliards de francs congolais. Mais c'est quoi cette affaire, chaque fois, à la fin de l'année, d'offrir aux pauvres gens des poulets? Quand vous faites les calculs en réalité, quand on vous offre un carton de poulet, un peu d'huile, mais ça ne fait pas plus de 100 $ en réalité. Exactement. C'est quoi ça, d'offrir à quelqu'un des poulets frigorifiés là? Et puis, il y a du courant derrière. Du courant, quelques 2, 3, 4 poulets. C'est quoi ça? Battons-nous pour que les gens s'assurent leur fête eux-mêmes. Hein? Il y a la fête de dinde aux États-Unis. Chacun se bat chez lui pour avoir à table la dinde farcie, puis c'est cela. C'est quoi cette fête où le Congolais doivent fêter de manière uniforme? Donc, tout le monde est au poulet. Mais mec, tu sais, la pauvreté, la pauvreté vous crée de ces habitudes. Non, et vous vous rendez compte, vous irez là-bas, vous allez avoir des pères de famille attendre jusqu'à parfois des heures indues. Les pères de famille clochardisés. À des heures indues. Ouais. Hein? Jusqu'à 2 heures. Attendre. Ils vont amener ça à 22 heures. Moi, la blague, quand j'étais encore député provincial à Kinshasa, il est arrivé plus d'une fois déjà à ce niveau-là, au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. On vous dit non, il y a des vivres, vous y allez, on vous donne des sacs de riz. On dit les poulets, vous aurez demain ou d'accord. Je te jure. Mais je te jure. Non, il faut sortir de ces habitudes. Mais il faut payer, nous devons nous battre, assurer aux Congolais une rémunération décente, de sorte qu'ils s'organisent à la fin du mois. Nous, quand on était petits, nous ne connaissions pas ces dons de vivre-là. Nous entendions parler de la bouche de nos parents, du 13e mois. Ils avaient droit au 13e mois. C'est ça, pour fêter la bonana. Tu as ton 13e mois, si tu as 500 $, tu as les 13e mois, donc tu as le double de ton salaire ces mois-là, tu peux fêter. Si on te donne un peu de poulet, et puis... c'est quoi ça? Il faut sortir de ces habitudes-là. Et tu sais, la réalité, c'est que les dirigeants profitent de ces dons de vivre-là. La gratification également. Pour ponctionner là-dedans. Ah, d'accord. Et servir leur parti. Ah, et comment des copes hein? Mais quand on vous dit que la facture est de 128 000 $, et 128 milliards de francs congolais, signée par Mouzito, elle monte à 132 milliards. En réalité, quand ils auront 1000 tonnes de poulet, ils vont en garder 200 pour servir leurs partisans dans leur parti politique. Les gens vont s'aligner chez eux, membres des familles, ainsi de suite. Il sera le grand bailleur, le grand donateur ce soir-là, sans sortir un seul franc de sa poche. Quand les poulets vont arriver au ministère donné, je prends un ministère X, on envoie là-bas 200 cartons. Mais lui-même, il prend 100 cartons. Et puis il dit, bon, les autres là vont se partager des poulets. Il va envoyer chez les concubines et tout ça. Ce soir-là, si jamais tu passes au siège de son parti, tu vas trouver là-bas les sièges assiégés. Il y a du monde pour pas y consommer ça. C'est ça. Merci beaucoup, Mike. Ça en est fini pour aujourd'hui. Merci d'être passé, toujours accompagné avec le président Jimmy Carter, l'assistant de l'honorable Mike Moukebaï. Ça en est fini pour aujourd'hui. Je pense que 2026, ça pourrait également être le retour de Katumbi, si Dieu le veut, hein, Mike. Bon, ben écoutez, nous ne pouvons pas isoler le retour de Katumbi. Le retour de Katumbi, je suppose qu'il s'effectuera de concert avec l'apaisement en général. Il ne s'agit pas de se battre pour que Katumbi revienne tout seul ici. Il faut créer les conditions, décrispation, dialogue, et tous ceux qui sont en exil pourront revenir. Et comme ça, nous pourrons nous retrouver autour d'une table avec Félix Tshisekedi et envisager la perspective d'un nouveau Congo, des élections en 2028, puis de nouveaux animateurs. Voilà. C'est à quoi nous travaillons. Vous partagez également sa démission. Bon, en fait, la démission du président a exigé sa démission lors des négociations ou non? Non, je crois que mon point de vue là-dessus est très clair. Vous ne pouvez pas venir à une table pour demander à l'autre de se lever et partir. Vous venez à une table pour que vous vous rapprochiez.
Merci beaucoup. Je ne peux pas envisager d'aller à une table de négociation pour dire à l'autre, je viens te demander de partir. Ah non, si nous allons, c'est pour nous rapprocher. Mais nous savons que nous sommes aux extrêmes, les uns les autres, la table nous permettra. S'il y en a qui nourrissent cette idée-là, libre à eux, moi je ne la partage pas. Ce n'est pas par faiblesse, mais c'est un principe vraiment aussi simple que ça. Vous allez à des négociations pour parvenir à un rapprochement et non dire à l'autre partie, nous sommes venus demander votre départ. Peut-être comme position de négociation, je sais que c'est toujours comme ça, position de négociation, et on se dit, bon, nous on a concédé que vous restiez, qu'est-ce que vous concédez? Mais si les mal c'est lui, honorable. Hein? Si les mal c'est lui, c'est comme on dit dans l'opposition, non, les mal c'est Félix, donc il doit partir. Mais c'est cela, non? C'est que vous sortez de ces rapprochements avec un compromis pour atténuer ces mal-là et enfin co-gérer et arriver à de nouvelles élections. Parce qu'il y a l'idée de cogestion, il ne faut pas s'en cacher. Ah, merci. Il y a l'idée de cogestion. On sortira de cette table-là avec une cogestion. Vous allez accepter de travailler encore avec... Ce n'est pas de travailler avec lui, il ne s'agit pas de son gouvernement. Ce sera un gouvernement de coalition. Ah, d'accord. Même pas de coalition, qu'est-ce que je dis? Un gouvernement d'union nationale. Ah, d'accord. Coalition, on suppose qu'on a été aux élections et vous mettez en place une coalition majoritaire. Il restera en fonction, c'est ça? Mais naturellement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ma position. Ah, celle-là, elle est ma position personnelle. Elle n'est pas du parti ensemble. Ah, d'accord. Ensemble ne s'est pas encore prononcé là-dessus. Moi, je m'assume en tant que Mike Moukebaye. Merci beaucoup, Mike Moukebaye. Merci beaucoup à vous tous. On va se retrouver très prochainement. Prenons bien soin de nous. On attend l'évolution de la situation, comme a dit Mike Moukebaye, dans les jours à venir, si les médiateurs vont accéder également aux conditions de la coalition FCM 23 et puis si ces conditions seront applicables sur le terrain. Et puis on verra la suite. Donc il y a un peu de chemin à parcourir avant ces retraits effectifs de la coalition FCM 23 au niveau des Louvira. Président Jimmy Carter, merci beaucoup pour tout. On va se retrouver très prochainement. Je suis Glamic Legon, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.